Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New World Info. La rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. L'annonce est intervenue à la veille de l'ultimatum fixé par le président américain pour un accord sur l'Ukraine sous peine de sanctions. Mais alors que les combats continuent sur le terrain, cette rencontre peut-elle faire véritablement bouger les lignes? Que faut-il attendre de cette rencontre cette rencontre bilatérale, de façon concrète? Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et quel est le contexte précis de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska? Mais pourquoi surtout cette rencontre est si importante en ce moment précis? La rencontre est extrêmement importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est en face d'une guerre qui a déjà duré plus de 3 ans. Ça pose problème aussi bien pour les Russes que pour l'Ukraine, tout comme pour les soutiens de l'Ukraine, anciennement les États-Unis, parce que leur posture est devenue moins claire, et surtout les pays occidentaux. L'autre élément, qu'on se rappelle que Trump, pendant la campagne électorale, a toujours dit, bien avant même d'ailleurs, que s'il était au pouvoir, la guerre n'allait pas avoir lieu. Et il disait que s'il arrive au pouvoir, il règle le problème en 24 heures. Il est en train de faire 8 mois. Il avait dit à un certain moment, il prend quelque temps, il y a eu des menaces par rapport à la Russie plusieurs fois, il n'y a jamais eu de sanctions véritablement. Tout récemment, il est allé jusqu'à fixer un ultimatum. Nous y sommes, parce que c'était le 8 août, l'ultimatum. Il menace de sanctions que la Russie n'a jamais vues. On se pose des questions. Si la Russie a reçu des sanctions pendant plus de 3 ans et ça n'a pas changé grand-chose, qu'est-ce qu'on peut sanctionner encore aujourd'hui? Donc Donald Trump a intérêt à pouvoir respecter cette parole qu'il a donnée en insistant pour pouvoir résoudre ce problème. La Russie également a intérêt à ce sommet. N'oubliez pas qu'il avait été prévu en Arabie Saoudite à un certain moment, en Turquie à un autre moment, aux Émirats Arabes Unis. On se retrouve en Alaska. Ce qui va intéresser ici le président russe, ça sera 2 choses. La première chose, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la CPI, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, qui va se déplacer et aller rencontrer, j'allais dire, un des présidents les plus importants du monde sur le plan diplomatique. Et il va le rencontrer sur le territoire américain. Parce qu'il faut qu'on le rappelle, l'Alaska a appartenu à la Russie, mais la Russie l'a vendu aux Américains. Donc c'est sur le territoire américain, là où on devrait l'attraper, pour le mettre à la disposition de la CPI, c'est là-bas qu'il va aller rencontrer le président Donald Trump. Donc même si aucun accord ne sort de cette rencontre, le fait que Poutine serre la main de Donald Trump, Poutine est déjà sorti de son isolement sur le plan diplomatique, et les Occidentaux vont avoir des problèmes pour continuer à parler d'isolement par rapport au président russe. Maintenant, l'intérêt immédiat, c'est la fin de la guerre. Vous avez vu la réunion entre les Européens et Donald Trump, parce que depuis fort longtemps, ils sont fâchés contre le président américain qui semble les écarter, qui écarte également le principal concerné, le président de l'Ukraine, Zelensky. Et les gens craignent qu'on n'ait non pas un accord, mais plutôt un deal entre Trump et Poutine sur le dos des Européens et surtout sur le dos de Zelensky. Et en quoi est-ce que cette rencontre peut-elle influencer la situation en Ukraine, puisque les combats se poursuivent? Non seulement les combats se poursuivent, malgré tout ce que Donald Trump dit, la réalité c'est tout le contraire de son discours. Pas plus tard qu'avant-hier, les Russes ont conquis 100 km² en une journée sur le territoire ukrainien. De même, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, les attaques et les bombardements russes sont devenus beaucoup plus intenses que pendant qu'il n'était pas au pouvoir. Donc on fasse attention à ce discours de Trump qui dit il va régler le problème, il va régler le problème. Il est peut-être dans sa course vers son prix Nobel de la paix, mais sur le terrain, concrètement aujourd'hui, les combats continuent et les Russes continuent d'avancer sur le sol ukrainien. De sorte que le président ukrainien, tout comme les Européens, le minimum qu'il demande, c'est qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu immédiat et un cessez-le-feu complet. Parce qu'il faut se rappeler que lors des dernières négociations, on parlait de cessez-le-feu sur le plan aérien. Alors que le cessez-le-feu aérien
fait l'avantage de la Russie parce que l'Ukraine a du mal à percer par le sol. Mais aujourd'hui, avec leurs ingénieurs, avec les drones, ils parviennent à bombarder à l'intérieur du territoire russe. S'il y a un cessez-le-feu aérien, mais ça va faire plus l'affaire de la Russie que l'affaire de l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine réclame un cessez-le-feu en bonne et due forme, alors que les Russes semblent parler de cessez-le-feu plutôt aérien. Et là, ça sera un pas, mais ça n'arrêtera pas la guerre véritablement. Et pour y parvenir, est-ce qu'on peut avoir une idée? Qu'est-ce que les différentes parties sont prêtes à mettre sur la table, côté ukrainien, russe comme américain? Mais c'est ça qui est le gros problème. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a déjà eu 3 tentatives de négociation directe Russie-Ukraine. Il n'y en a pas eu parce que rappelons-nous qu'on parlait de rencontres entre Zelensky et Poutine. Au dernier moment, Poutine n'est pas parti. Il a envoyé une délégation. L'obstacle reste le même. Poutine considère qu'un certain nombre de territoires conquis, y compris la Crimée qui avait été conquise bien avant, tous ces territoires, il faut les oublier d'un point de vue géographique. Pour ce qui est de l'Ukraine, ça fait partie de la Russie. La deuxième chose, l'Ukraine doit s'engager à ne même plus demander à être membre de l'OTAN. La troisième chose, les Russes vont jusqu'à demander un dimensionnement de l'armée ukrainienne. Ben, ça, ce n'est plus de la négociation, c'est carrément de la capitulation. Il faut le dire clairement. Du côté de Zelensky, du côté des Européens, les Européens disent que ce n'est pas à eux de décider de la cession de territoire ou pas. C'est à l'Ukraine de le faire. Mais ils disent quand même que cautionner cela, c'est laisser la Russie avoir la liberté éventuellement, une autre fois, de venir attaquer à nouveau l'Ukraine. Zelensky lui dit non, ils ne veulent pas céder les territoires. Ils tiennent même à ce que la Russie restitue la Crimée, alors que la Crimée, ce n'était pas sur cette guerre-là, c'était sur une guerre qui était une guerre précédente. Mais vous voyez que les prises de position ne sont pas les mêmes. Ce qui n'arrange pas l'Ukraine ici, c'est que le président américain s'est prononcé plusieurs fois en parlant des territoires conquis par la Russie dans le passé. C'est-à-dire comme si c'est déjà... La Russie a-t-elle l'intention de conquérir davantage de territoires? On ne connaît pas véritablement la stratégie de Poutine. Parce que ce dont il dispose sur le plan militaire, on a du mal à comprendre la stratégie qu'il utilise au niveau de cette guerre. Tantôt on dit il va dans ce sens, quand vous regardez ce n'est pas cela. Tantôt il menace d'utiliser tel type d'arme. On dit voilà ce qu'il cherche, il ne le fait pas. On ne peut pas à proprement parler dire clairement voilà la stratégie de Poutine au niveau de cette guerre, puisque même en termes d'occupation de territoire, si vous regardez, la Russie, à part les premiers moments, la Russie avance à petits pas. Alors que militairement, ils auraient pu être capables d'avancer beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il considère qu'il a déjà obtenu les territoires qu'il voulait? Maintenant, ce qui reste, c'est de maintenir la pression pour que l'Ukraine accepte de céder ses territoires et que l'Ukraine accepte également les autres conditions, c'est-à-dire ne plus servir de base rapprochée pour l'OTAN par rapport à la Russie. Et là, pour le moment, Zelensky semble résister. C'est les Américains, en particulier Biden, qui le soutenaient sur ce plan-là. Il n'a plus ce soutien aujourd'hui au niveau américain. C'est plutôt certains pays européens qui le soutiennent parce que tous les pays européens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Aucune certitude quant aux attentes à l'issue de cette rencontre, mais de vos analyses, selon vous, qui détient les clés de cette rencontre? C'est Poutine qui détient véritablement les clés de cette rencontre. Parce que ce n'est pas Donald Trump qui va signer le cessez-le-feu. Et Poutine ne va pas signer un cessez-le-feu avec Donald Trump. Il va le signer avec Zelensky. D'ailleurs, Trump l'a bien compris. Il dit qu'après la rencontre, si la rencontre donne des résultats, c'est Zelensky qui est la première personne à qui il va rendre compte au téléphone. Et il dit même que si ça marche, il va rapidement organiser une rencontre entre Zelensky et Poutine. Pour dire qu'effectivement, cette rencontre peut être le point de départ pour une solution, mais cette rencontre n'est pas véritablement la solution à cette guerre, sauf si, bien sûr, Trump devient l'avocat de Poutine en acceptant, comme il l'a déjà eu à le faire dans certaines de ses déclarations, beaucoup de choses que Poutine demande, Trump les a d'une façon ou d'une autre déjà acceptées. Ce qui n'est pas le cas de Zelensky. Et en ce moment, si Trump garde cette posture, est-ce que Zelensky va se soumettre à Trump? Ou bien est-ce que Zelensky va s'allier aux Occidentaux pour continuer la résistance? En ce moment, la guerre n'est pas encore
terminée. Il s'agit d'une rencontre bilatérale et en termes de messages envoyés, et quels sont les signaux que cette rencontre pourrait transmettre à la communauté internationale, notamment à l'Europe qui est absent, qui manque à l'appel, je veux dire. On a encore en présence des puissances dans ce monde qui, quand elles se rencontrent, peuvent changer le cours de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est cela. On n'est plus à la guerre froide parce que les postures ne sont pas exactement les mêmes. Mais ça montre encore une fois que pour que la guerre se termine au niveau de l'Ukraine, Trump et Poutine vont jouer le rôle le plus déterminant. Les Occidentaux, malgré tous les discours qui ont été tenus, ne tiennent pas ici le leadership pour la fin de cette guerre. Et ça se voit clairement avec la façon dont, dans cette rencontre, les Européens ont fini par dire, bon, ils considèrent que Trump est effectivement en train de négocier pour un cessez-le-feu, alors qu'ils se sont tout simplement, j'allais dire, sauvé la face en organisant une rencontre virtuelle avec Trump avant cette rencontre au niveau de l'Alaska. Et sur le plan diplomatique, cette rencontre peut-elle influencer le positionnement ou d'autres acteurs clés? Mais bien sûr, si Trump le réussit, ça va quand même commencer à faire beaucoup de réussite. Même si on peut discuter de la méthode. Parce qu'il dit que si la Russie n'accepte pas, il y aura des sanctions, etc. Ça, c'est le chantage à la Trump. C'est le business politique, comme je le dis. Il lance des offres d'achat. Parce que c'est ça qu'il connaît, des offres publiques d'achat pour acheter les entreprises. C'est comme ce qu'il fait quand il fait de la diplomatie. Donc, Trump aura encore une fois réussi à engendrer éventuellement un cessez-le-feu, parce que je ne crois pas que cette rencontre va tout régler. Pour la Russie, bon, d'un point de vue diplomatique, ce sera un retour incontestable du président Poutine au niveau de la scène internationale. En fait, quand je dis scène internationale, la partie occidentale, parce qu'il continue ses relations avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays. Et quels sont les risques si cette rencontre échoue? Si Trump tient à sa promesse, la Russie va être fortement sanctionné. Mais regardez bien le discours de Trump. Il menace quand ça ne marche pas. Il dit oui, je ne vais pas sanctionner parce qu'il y a quand même une petite ouverture qu'on va utiliser l'ouverture et il va nous donner encore un délai de 2 mois ou de 3 mois. Vous le voyez faire la même chose avec les droits de douane par rapport au pays, etc. Donc qu'on fasse attention. Trump a menacé, mais les menaces de Trump, on a vu à quoi ça aboutit le plus souvent. Au niveau de la Russie, la posture est restée pratiquement la même. Poutine est actuellement droit sur ses bottes sur les raisons de la guerre, sur le pourquoi de cette guerre et sur la sortie de la guerre. Et en même temps, on peut y percevoir une grosse opération de communication autour de la rencontre. Mais bien sûr, les gens en parlent depuis combien de jours? Depuis que Trump a annoncé, depuis qu'il a envoyé un de ses envois spéciaux au niveau de la Russie, Steve Witkoff, tout le monde s'est dit, mais attendez, encore une fois, qu'est-ce que ces deux-là se sont dit? Puisqu'à un certain moment, les gens ont douté, parce qu'on a annoncé plusieurs fois cette rencontre, elle n'a pas eu lieu au niveau d'autres pays. Entre Poutine et Witkoff, sur quoi il y a eu entente? Personne ne le sait. D'ailleurs, même la rencontre, on n'a pas donné l'ordre du jour. On dit les deux vont se rencontrer. Tout le monde sait qu'on parlera de l'Ukraine, mais on n'a pas dit voici l'ordre du jour de la rencontre entre les deux présidents. Maintenant, est-ce que le passage de Witkoff à Moscou a permis de baliser les choses? On ne peut pas le savoir. Nous n'avons pas les éléments d'information. Et donc, à quoi devons-nous rester attentifs dans les jours à venir? Tout à fait. Il va falloir rester attentif sur 2 choses. Est-ce qu'on a un accord? Est-ce qu'on a un accord de principe? Est-ce que Poutine... Afin de pouvoir mieux évaluer les retombées concrètes. Mais bien sûr. Est-ce que Poutine va accepter de céder un tant soit peu pour que Zelensky puisse accepter quand il sera saisi par le président Trump? Il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte. La rencontre de l'Alaska n'est pas la résolution du problème. Il va y avoir des rencontres après. Trump nous a d'ailleurs habitués à cela. Vous voyez ce qui se passe en RDC. On nous a dit qu'on a signé un accord de cessez-le-feu. Les armes ne se sont pas tues. Et actuellement, les combats ont plutôt repris. Justement, s'agit-il plutôt là d'une étape préliminaire ou une étape déterminante finalement? Trump veut en faire une étape déterminante. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette rencontre, on va vers la fin de la guerre. De la guerre. De façon concrète.
puisque jusqu'à présent, il y a eu des rencontres, mais on n'a pas eu la fin de la guerre. C'est ça l'objectif de Trump. Est-ce qu'il va l'atteindre? Ça, ce n'est pas encore évident. Et après la rencontre entre les deux dirigeants, peut-on espérer une rencontre avec Zelensky, soit avec Poutine ou avec Donald Trump? Pour que la guerre se termine, il faut qu'il rentre en jeu. Nécessairement que Zelensky rentre en jeu, puisque c'est sur son pays que se déroule l'essentiel de la guerre. De la guerre. Les territoires que Poutine demande qu'on lui cède, c'est des territoires de l'Ukraine. Ce n'est pas le président américain, ce n'est pas les Occidentaux qui vont céder des territoires qui ne leur appartiennent pas. Donc, d'une façon ou d'une autre, à un certain moment, il va falloir que Zelensky soit là pour qu'on assiste à une véritable fin de ce conflit. Emmanuel Macron, dans une interview, a déclaré rester optimiste à l'issue de cette rencontre. Mais quel rôle l'Europe pourra jouer ensuite? L'Europe n'aura pratiquement pas grand-chose comme rôle parce qu'ils sont juste en train de sauver la face. Trump est arrivé à un moment où les Européens et les Américains, à travers l'OTAN, soutenaient l'Ukraine. Trump a presque mis fin au soutien américain. Non seulement le soutien américain, mais Trump a mis fin à cette collaboration au niveau de l'OTAN où les Américains et les Occidentaux s'occupaient de la question de l'Ukraine. Trump a fait cavalier seul. C'est pourquoi j'ai dit, même cette rencontre virtuelle entre Trump et un certain nombre de responsables européens, c'était juste pour sauver la face. Zelensky est allé en Allemagne pour participer à cette rencontre parce que Trump avait été très clair, Zelensky ne va pas participer à la rencontre au niveau de l'Alaska parce que Poutine n'était pas d'accord, comme l'autre fois également au niveau de la Turquie. Les Européens, il faut le dire, sont juste en train de sauver la face dans cette affaire. Ils ne sont pas déterminants aujourd'hui dans ce qui se passe. Merci Mamadou Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis.